Bienvenue à l'émission En Planète Terre. Cette semaine, nous allons beaucoup voyager. Nous allons aller dans les Suds, en Afrique, et nous allons nous rendre en Amérique latine. Et nous allons aussi aller un tout petit peu dans l'espace. Pourquoi? Parce que nous allons rencontrer l'internationaliste de l'année, couronné par les chercheurs du Cérium. Il s'agit de l'astrophysicien Claude Carignan. Il s'occupe de l'au-delà, enfin des planètes et des galaxies qui nous entourent, mais il s'occupe aussi de l'éducation, l'éducation supérieure des Africains sur les questions de physique et d'astrophysique. Et ensuite, Mamoudou Gazibo va nous parler de l'Afrique du Sud, les tourments de l'Afrique du Sud, ses problèmes et les lendemains de l'élection qui a porté au pouvoir Jacob Zuma, qui est un des camarades de cellule de Nelson Mandela. Et finalement, nous allons demander au politologue Philippe Fauché pourquoi l'Amérique latine est-elle pauvre? Est-ce un état permanent? Est-ce que cela s'explique? Et est-ce qu'on peut en sortir? Donc, dans un instant, derrière le bruit, l'Afrique du Sud, 15 ans après la fin de l'apartheid. 15 ans déjà que Nelson Mandela a pris le pouvoir en Afrique du Sud et a mis fin à ce régime terrible de l'apartheid. Depuis, l'Afrique du Sud essaie tant bien que mal de relever la tête économiquement, socialement. C'est difficile. Les élections du 22 avril dernier ont reporté au pouvoir le parti de Nelson Mandela, bien sûr, qui domine avec les 2/3 des voix depuis 1994, avec un nouveau président, Jacob Zuma, une personnalité intéressante à plusieurs titres. Nous allons en parler de lui et de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui avec notre invité, Mamoudou Gazibo. Merci d'être là, Mamoudou. Il n'y a pas de quoi. Alors, Mamoudou, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, africaniste. Votre dernier ouvrage paru est Introduction à la politique africaine, qui est un livre qui fait le tour des enjeux africains d'aujourd'hui. Et puis, vous êtes un observateur attentif de l'évolution de l'Afrique et de sa puissance, maintenant, l'Afrique du Sud, membre du G20, une puissance émergente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de cette élection et de ce nouveau président? Écoutez, c'est une élection sans surprise d'une certaine façon parce que, vous l'avez dit en introduction, depuis la fin de l'apartheid, l'ANC, le parti nationaliste qui a, disons, conduit la lutte contre l'apartheid, domine de façon écrasante la scène politique sud-africaine. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait de gros bouleversements. La question, c'était de savoir si, avec la personnalité de Jacob Zuma, l'ANC garderait, et puis les remous qu'il y a eu au sein de l'ANC, si l'ANC garderait son statut de parti dominant, et manifestement, ça a été le cas. Donc, de ce côté-là, aucune surprise. La question maintenant, c'est qu'est-ce que va devenir l'Afrique du Sud dans les années à venir, justement en raison de la personnalité du nouveau président sud-africain. Alors, décrivez-le pour nous un peu. D'où vient-il? Qui est-il? Écoutez, Jacob Zuma, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'aurait pas dû se trouver là où on ne se serait pas attendu à avoir un homme comme celui-là. Ce n'est pas un jugement que je fais sur ses capacités, c'est simplement que c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui, comme on dit, gardait des vaches dans son village, qui ensuite est devenu un militant et qui, en raison de ses qualités, on le décrit souvent comme un populiste, qualité d'organisateur, qualité de mobilisateur, a fini par se hisser, au sommet de l'ANC et a fait la prison avec Nelson Mandela pendant une dizaine d'années. Et c'est là qu'on l'a découvert, on a découvert en lui des qualités d'organisateur, ce qui l'a propulsé, en fait, au rang qu'on lui connaît aujourd'hui. D'abord, président de l'ANC et puis, depuis peu, maintenant, président de l'Afrique du Sud. Alors, il a été appuyé par la gauche du parti, c'est-à-dire les syndicats, ce qui reste de l'ancien Parti communiste d'Afrique du Sud. Et il remplace, mais essentiellement, il y a eu une transition, un président, Mbeki, qui lui était plutôt à droite, qui avait un programme de privatisation. Donc, le parti n'est pas un parti unique, mais c'est le parti dominant. Et donc, il y a un changement de la droite à la gauche à la gouvernance. Est-ce que ça va avoir un impact important dans la conduite des affaires? Ah oui, certainement. Alors, je ne sais pas si on doit dire que c'est un parti où il y a... C'est un peu peut-être comme le Parti démocrate américain d'une certaine façon, avec un positionnement assez large et puis aussi des personnalités très différentes. Thabo Mbeki, il est souvent décrit comme une sorte d'apparatchik du parti, quelqu'un qui a moins connu les rigueurs que quelqu'un comme Zuma, qui a beaucoup étudié, qui est un intellectuel et qui, d'une certaine façon, est un élitiste. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Donc, Mbeki, donc le précédent. Le précédent. Et donc aussi quelqu'un qui
est très attentif aux équilibres en Afrique du Sud. Oui, on a pu le décrire lui-même comme un communiste, mais en réalité, ce qu'il voulait, c'est préserver une certaine stabilité du pays en ne faisant pas peur aux investisseurs, au milieu d'affaires. Zuma, au contraire, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître essentiellement en raison de ses positions populistes et de gauche. Et ce qui va se passer, c'est que autant Mbeki mettait l'accent sur la stabilité, sur les milieux d'affaires, sur l'économie, autant Zuma, je pense, va essayer de contenter sa base, qui est plutôt les milieux pauvres. Et donc, on peut s'attendre là, je pense, à un changement assez important de l'orientation, en fait, des priorités en Afrique du Sud. Alors, les inégalités, elles étaient énormes au temps de l'apartheid, évidemment. C'était un système conçu pour aider les Blancs riches. Depuis, il y a eu un certain nombre de réformes, mais pas autant que certains auraient pu le penser. Par exemple, il n'y a pas eu de réforme agraire généralisée. Il y a eu une croissance économique importante dans les grandes villes d'Afrique du Sud, qui sont des villes dont le niveau de vie est comparable à certaines villes européennes, mais dans la campagne, assez peu. Et malgré cette augmentation donc, du revenu national, on sent encore un niveau d'inégalité qui est très grand. Alors, est-ce qu'on a raison de dire qu'il y a une déception des Sud-Africains plus pauvres face aux fruits de la fin de l'apartheid? Le problème, c'est qu'il y a une déception presque de tout le monde. Moi, je suis allé en Afrique du Sud et ce qui m'a frappé, c'est à quel point beaucoup de Blancs trouvaient que c'était une révolution, tout leur monde avait été bouleversé. Et de la même façon, les Noirs, notamment les plus pauvres, pensent que rien n'a changé. Donc, c'est le dilemme, d'une certaine façon, de l'Afrique du Sud. Oui, il y a des changements politiques importants. La croissance, je pense que les derniers chiffres montraient 5% de croissance à environ. Le revenu par habitant, c'est quand même $6 000 à l'échelle africaine, c'est beaucoup. Mais c'est très inégalement réparti. Et vous l'avez dit, ce sont les séquelles de l'apartheid. Et cette déception-là, je pense qu'il faut de la patience parce qu'on ne peut pas résorber des inégalités aussi importantes en si peu de temps. On est impatient, ça fait 15 ans que l'apartheid est fini, mais quand on connaît la profondeur en fait, du système de l'apartheid, un système d'expropriation de l'essentiel de la population, les Blancs à l'époque où les lois sur les terres, par exemple, avaient été adoptées, représentaient 13% de la population, mais ils avaient 90% des terres, notamment les terres les plus productives, oui. Les plus productives. Les Noirs avaient été, disons, repoussés dans des zones souvent très précaires. Peut-être pour moi, l'histoire la plus éclairante, c'est Soweto, South-Western Township, qui est une ville créée au début du siècle parce qu'il y avait, je pense, une épidémie à Johannesburg, c'est pas très loin, et ils ont décidé de repousser les Noirs à ce qui est devenu Soweto parce qu'on disait un peu à la blague, mais c'est pas vraiment une blague, que le vent allait dans ce sens-là. Donc, ça a empêché de ramener les maladies et ainsi de suite. Je vois. Moi, je suis allé à Soweto. Ouais. C'est inimaginable pour un pays comme l'Afrique du Sud quand on voit les conditions de vie d'une certaine frange de la population. Donc, oui, les inégalités sont très importantes en dépit de la croissance, en dépit des efforts le Black Empowerment qui consiste à favoriser l'émergence d'une classe noire aisée, qui un peu pour faire du rattrapage, mais en dépit de tous ces efforts, les inégalités sont encore très importantes. Il y a une classe noire aisée maintenant, oui, mais elle participe à l'inégalité sociale. Absolument. Il y a des gagnants et on le voit dans la géographie urbaine. Souvent, on dit que souvent les Noirs plus aisés, à Soweto par exemple, il y a 3 Soweto, ce que j'ai pu voir. Il y a ce qu'ils appellent le Dirty Soweto, le Soweto sale, mais vraiment incroyable avec des maisons en tôle, mais des taudis. À côté de ça, il y a le Soweto moyen, comme là où se trouve la maison de Nelson Mandela, la maison qu'il habitait avec Winnie avant d'être arrêté, que j'ai visité. Là où se trouve la maison de Desmond Tutu, de Winnie Mandela. Là, c'est moyen. Plus classe moyenne. Ouais. Et on voit maintenant un 3e Soweto avec des maisons immenses, mais vraiment de luxe. Et ces maisons-là sont des propriétés de la nouvelle bourgeoisie noire. Donc, comme vous dites, elle participe, cette bourgeoisie noire, aux inégalités. C'est visible. Est-ce que Jacob Zuma a une vision, un plan, un projet pour essayer de réduire ces inégalités?
Écoutez, beaucoup de gens se posent la question. Il y a des personnes très proches de l'ANC, des milieux de l'ANC qui disent que leur inquiétude, c'est que Zuma, on a l'impression justement, comme c'est un populiste, qu'il change d'opinion et de politique à tout moment. Et quelqu'un a pu dire que ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'il est sincère chaque fois qu'il change. Oui. Alors ça, c'est un problème. Oui. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est ça la grande inquiétude, mais quelqu'un d'autre, j'ai entendu quelqu'un qui dire, ben, vous savez, l'Afrique du Sud nous a toujours surpris depuis 15 ans. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais c'est très clair que aujourd'hui, ce qui domine, c'est plutôt une appréhension. Il y a deux grands problèmes sociaux. Le premier, c'est la criminalité. L'ONU a fait une liste de la gravité de la criminalité et a indiqué que l'Afrique du Sud était le deuxième pays pour le plus grand nombre de meurtres par habitant. Et l'autre problème, c'est le HIV. Alors, 20% de la population est affectée. 30% des mères ont été, des femmes enceintes, ont été dépistées pour porter le virus. Là, il y a eu un changement intéressant parce que Mbeki niait que la cause était médicale. Maintenant, Jacob Zuma est plutôt d'accord avec la communauté scientifique. Mais est-ce qu'on a raison de penser que la criminalité est une conséquence de l'inégalité ou est-ce qu'il y a d'autres racines? Comment prendre ce problème? Je pense que la criminalité a des ressorts qu'il faut aussi aller trouver au moins dans l'histoire de l'apartheid et je pense accessoirement dans les inégalités. Les deux sont liés de toutes les façons. Moi, je suis allé en Afrique du Sud pour donner un exemple très concret à Durban, dans un congrès de sciences politiques, et c'était très facile de rencontrer quelqu'un qui s'était fait agresser. Ah oui. Mais ça s'explique. C'est que pendant l'apartheid, les Noirs n'avaient pas le droit de rester en ville. Il y avait ce système de passe où il fallait prouver pourquoi on est en ville après 18 heures, par exemple. Et donc, si vous allez dans les villes sud-africaines, vous allez voir des immenses endroits où les trains de banlieue prennent les gens parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre noire. On avait besoin de la main-d'œuvre noire, mais elle ne pouvait pas vivre dans les grandes villes. Puis là, avec la fin de l'apartheid, vous avez, d'une certaine façon, des gens qui issus du tiers-monde, voire du quart-monde, donc toute cette population noire exclue, et qui côtoient maintenant des gens du premier monde, parce que les villes sud-africaines d'Urban, le Cap, Johannesburg, c'est comme un Occident. Et là, vous avez un clash très clair entre des gens hyper pauvres qui voient la richesse, qui voient les voitures rutilantes, qui voient le... Et ça ne peut... Ça, les racines sont à rechercher dans le système d'apartheid. Parce qu'il n'y avait pas accoutumance de vivre, de cohabiter les riches et les pauvres. Bon, ailleurs en Occident, les riches et les pauvres cohabitent, et là, comme il n'y avait pas accoutumance, c'est générateur de violence. Ben exactement, il n'y a pas d'accoutumance et il y a aussi du ressentiment. J'ai rencontré des gens qui... C'était vraiment, comment on dit, ironique, parce que c'était des gens qui travaillaient dans une ONG espagnole et qui œuvraient justement pour essayer de résorber ces inégalités, qui s'étaient fait agresser. Et ils m'ont dit, quand les jeunes noirs nous ont dérobé, nous ont pris ce que nous avions, ils ont dit, nous ne faisons que reprendre ce qui nous est dû. Parce qu'ils voient des blancs, ben, pour eux, c'est pas... La source de cette richesse, c'est clairement l'exploitation raciale. Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des racines historiques qu'il faut aller chercher dans l'apartheid. Mais c'est très clair que l'inégalité, les différences de richesse, de niveau de vie ne font que exacerber cette criminalité-là. Un malheur ne vient jamais seul. On sait que, vous le disiez, 5 ou 6 000 $ par habitant pour l'Afrique, c'est énorme. Donc, malgré cette pauvreté en Afrique du Sud, plusieurs Africains de pays environnants, notamment le Zimbabwe, mais pas seulement, quittent leur pays pour venir profiter de cette richesse relative. Et cela crée des tensions supplémentaires. L'an dernier, il y a eu des affrontements assez sévères au printemps de l'an dernier qui a fait une centaine de morts. Parlez-nous un peu de ce phénomène. Écoutez, ça aussi, c'est un des problèmes ou comment on pourrait dire, des paradoxes de l'Afrique du Sud. Voilà un pays qui, pendant des décennies, en raison du système d'apartheid, en fait, ou plutôt voilà un pouvoir, l'ANC, tous ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir en Afrique du Sud, n'ont dû leur salut finalement qu'à l'hospitalité des pays voisins, ce qu'on appelait à l'époque les pays de la ligne de front, qui acceptaient de recevoir les exilés, qui acceptaient des camps d'entraînement, qui donnaient de l'argent, des armes,
qui donnait des passeports aux Sud-Africains pour les aider dans leur lutte contre l'apartheid. Puis maintenant, avec la fin de l'apartheid, beaucoup de ressortissants de ces pays se disent « enfin, on va pouvoir nous aussi avoir un retour ». Sauf que, avec tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, tous les problèmes que l'Afrique du Sud vit, avec une population noire qui se sent exclue, les étrangers ne sont pas forcément les bienvenus. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas visible qu'en Afrique du Sud. On le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Ghana, au Nigeria, tous ces pays africains qui sont un peu mieux lotis que d'autres. Et donc, c'est ce qui explique que les gens oublient vite l'histoire, je pense. Quand ils sont confrontés à des défis économiques de survie, ils oublient les solidarités antérieures, ce qui a mené à la chasse à l'homme qu'on a connu l'année dernière. Amadou Gazibo, on va terminer sur cette note. Et comme d'habitude, on vous a demandé de choisir une plage musicale qui a un lien avec notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Écoutez, je pense que la plage musicale s'impose d'elle-même. C'est l'hymne national sud-africain, ou plutôt une partie de l'hymne maintenant sud-africain, Nkosi Sikelele Afrika, le chant de la liberté, qui a été en fait composé en 1897, puis progressivement récupéré par l'ANC pour en faire un peu le chant des combattants de la liberté, et puis qui en 1994 a été, après 1994, après la fin de l'apartheid, a été intégré avec l'ancien hymne du gouvernement blanc comme faisant partie de l'hymne sud-africain, le chant de la liberté. Et c'est aussi, disons, un chant qui interpelle pas seulement l'Afrique, mais l'Afrique du Sud, mais l'Afrique en général, parce que c'est un appel à la liberté, un appel à la renaissance, au redressement, à la paix. Et donc, en cela, je pense que c'est une plage qui s'impose d'elle-même. Amadou Gazibo, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'Afrique du Sud. Et on écoute, grâce à vous, le chant de la liberté. Merci. Qu'est-ce qu'un internationaliste de l'année? Selon les chercheurs du Cerium et le jury qui l'a sélectionné récemment, c'est une personnalité québécoise qui a fait une contribution exceptionnelle dans la production, la transmission de savoir et dans l'élaboration de passerelles entre le Québec et le reste du monde. C'était la première fois que le Cerium décernait ce prix cette année. Ce sera un prix annuel. La personne qui a été choisie sur un dossier en béton est notre invité aujourd'hui, Claude Carignan. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Claude Carignan, vous êtes astrophysicien. Vous partagez maintenant votre travail entre l'Université de Montréal et l'Université de Ouagadougou. Nous allons en parler. Mais d'abord, je voudrais signaler que donc le jury a été frappé par non seulement votre capacité à produire un savoir en matière d'astrophysique. Vous avez travaillé sur la matière sombre, sur les galaxies, leur rotation, mais aussi sur votre implication dans des domaines internationaux. Alors, votre implication au Burkina Faso pour créer un centre d'excellence en astrophysique en Afrique de l'Ouest, mais aussi votre implication dans un organisme Mobilisation pour les enfants qui vise à venir en aide aux enfants en détresse de l'Afrique. Alors, je voudrais d'abord qu'on vous connaisse. Vous êtes né à Montréal. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la physique et à l'astrophysique? La physique et l'astrophysique, c'est un rêve de jeunesse, comme beaucoup d'enfants, je pense. Moi, j'ai été marqué par un cadeau de Noël à l'âge de 7 ans, à un moment donné. En fait, c'est curieux parce qu'on est deux dans ma famille. Moi, j'ai eu un livre en astronomie, mon frère a eu un livre en géologie. Aujourd'hui, il est géologue, moi, je suis astronome. Mais on n'a pas idée, des fois, comment des choses comme ça peuvent nous influencer. Et à partir de ce livre-là, ça a été la curiosité, c'est d'avoir une lunette, commencer à observer le ciel, puis... mais ça n'a pas été direct, parce que même si j'ai toujours voulu faire ça, naturellement, quand on arrive à l'âge de choisir sa profession, je me suis dit, astronomie, il n'y a sûrement pas de job dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé l'université en informatique. D'accord. Parce que c'était à l'époque où on était... Ça, c'était certain qu'il y aurait de l'emploi en informatique. Oui, mais après un semestre, je me suis dit, non, c'est pas pour ça. J'ai dit, même s'il n'y a pas d'emploi dans ce domaine-là, j'en ferai au moins pendant 4-5 ans, le temps que je fasse mes études graduées, puis après, j'aurai sûrement... Je pourrais faire d'autres choses, mais au moins, je me ferais plaisir. Donc, je suis retourné, après, curieusement, après avoir travaillé comme travailleur social pendant 2 ans, je suis retourné en physique. Puis, je suis en astronomie depuis ce temps-là. Puis, donc, vous avez fait un bac, une maîtrise, un doctorat? Un bac en physique, une maîtrise. J'avais fait mon doctorat en Australie. Naturellement, il n'y avait pas beaucoup d'emplois en astrophysique au Québec. Le premier emploi, je l'ai eu en Hollande.
Et finalement, il est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, le programme chercheur boursier du gouvernement fédéral qui visait à rapatrier les gens qui étaient à l'étranger. Je suis revenu sur ce programme-là, puis bon, je pourrais être à l'étranger encore aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que, donc, parlons de vos recherches. Donc, vous avez fait de la recherche sur la matière sombre. Ça, c'est la matière dont on ne comprenait pas l'inexistence parce que la gravité de la galaxie n'était pas explicable par la matière que l'on voit. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a de la matière si on ne peut pas la détecter d'aucune façon? Effectivement, ça peut paraître curieux pour un astronome de travailler sur quelque chose qu'on ne voit pas. Mais justement, la matière sombre, on peut l'étudier par son effet sur la matière lumineuse. En fait, avant les années 1970, on ne savait même pas que ça existait. La matière sombre, on pensait que toute la matière émettait du rayonnement. Et aujourd'hui, on sait que 90% de la matière dans l'univers n'émet pas de rayonnement, mais sous forme de matière sombre. 70%, mais est-ce qu'on n'a pas... 90%. 90%. Ouais. Mais est-ce que c'est pas dangereux si on envoie des astronautes dans la navette spatiale qui vont frapper la matière sombre si on ne peut pas la voir? La matière sombre, ça peut être même la matière telle qu'on la connaît, les neutrons, protons, électrons, on appelle ça en physique matière baryonique, mais c'est juste que ça n'émet pas de rayonnement. Oui, justement, c'est invisible. C'est comme une roche invisible. On ne peut pas la frapper. Sauf on sait qu'elle est là par, justement, son effet gravitationnel. Donc, l'astronaute qui se déplacerait dans la galaxie, on ne peut pas se déplacer dans la galaxie, mais qui se déplace dans le système solaire, sans la force d'attraction, non pas seulement de la matière lumineuse, mais de la matière sombre. Donc, on sait qu'elle est là. Et aujourd'hui, on peut même étudier exactement comment elle est distribuée, même si on ne la voit pas, en étudiant son effet sur la matière qu'on voit. Alors, c'est pour ça que moi, j'étudie la rotation des galaxies, par exemple. Non, mais je veux dire, donc, théoriquement, on pourrait marcher dessus. Bien, théoriquement, il y en a probablement dans la salle ici. Entre moi et vous, il y a de la matière sombre. Heureusement qu'il n'y a pas de rayonnement, donc ça ne nuit pas à l'image. Mais pour l'instant, on peut caractériser combien il y en a, comment elle est distribuée, mais qu'est-ce que c'est? Bien, avant, justement, il faut la caractériser. Et quand on l'aura caractérisée, bien là, on saura ce que c'est. Ça peut être aussi d'autres formes de matières plus exotiques, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Bon, alors, un des plus grands, enquêtes de détectives scientifiques des dernières 30 ou 40 années, c'est de savoir si, depuis le Big Bang, maintenant, on pense tous qu'il y a un Big Bang, ou vous pensez tous qu'il y a un Big Bang, il y a l'expansion de la matière, et donc les galaxies s'éloignent, et on s'est demandé, est-ce qu'un jour, cet éloignement va s'arrêter et la force de gravité va faire revenir ces galaxies sur elles-mêmes pour un Big Crunch? Et là, il fallait calculer la matière. Où est-ce qu'on en est de cette enquête? C'est ça. Donc, le chiffre précis qu'il faut essayer d'avoir, c'est la densité moyenne de matière dans l'univers. Quand je dis densité moyenne de matière, de l'énergie, c'est de la matière aussi. Einstein nous avait dit E égale mc carré, donc on peut transférer quantité d'énergie en matière. Donc, il y a un chiffre magique. Si la densité moyenne de l'univers était plus que ce chiffre-là, bien, justement, l'univers arrêterait son expansion éventuellement et se recontracterait. Si la densité moyenne de l'univers est inférieure à ça, bien, l'univers est en expansion, il sera toujours en expansion. C'est ça, mais ça ne veut pas dire que ça va aller bien, parce qu'avec cette expansion, un jour, toute la matière se transforme en photons. Donc, on ne pourra pas finir de payer notre hypothèque. Mais c'est dans plusieurs milliards d'années. Je pense qu'il n'y a pas de crainte là-dessus. Mais donc, quand on étudie la matière sombre, c'est sûr qu'en 1970, avec ce qu'on connaissait, c'était évident que l'univers était ouvert. Il n'y avait pas suffisamment de matière. Ouvert, il continuerait à s'étendre. C'est ça. Aujourd'hui, pour des raisons en fait plus théoriques que empiriques, on pense à être dans un univers où on a juste la densité à la limite, c'est-à-dire entre un univers fermé et un univers ouvert. Donc, on aurait un univers qui est en expansion. L'expansion, éventuellement, va ralentir parce qu'actuellement, l'expansion est encore en accélération, ce qu'on a découvert seulement il y a 5-6 ans. Mais il n'y aurait pas suffisamment de matière pour éventuellement et d'énergie. Mais tout juste. Mais si on en découvre davantage, on va passer le seuil, puis là, il va y avoir une contraction. Les choses changent tellement rapidement. Ouais. Dans les années 70, on disait que toute la matière était de la matière lumineuse. Dans les années 80, on était rendu à 75% de matière sombre, 25% de matière lumineuse. Aujourd'hui, en 2009, on dit qu'il y a seulement 4% de la matière dans l'univers qui est sous forme de matière, là, neutrons, protons, électrons. Donc, les choses changent rapidement. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste attendre. Puis le Big Bang, c'est la même chose. C'est la théorie acceptée. Mais il n'est pas dit que dans 10-20 ans, quelqu'un n'arrivera pas avec une observation contradictoire et qu'on devra retourner à la planche à dessin. Je pense qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Ouvert comme l'univers. C'est ça. Bon, alors donc, l'astrophysique, c'est passionnant. C'est passionnant pour les Européens, pour les Russes, pour les Chinois, pour les Nord-Américains. Mais vous avez trouvé que ça pouvait devenir passionnant aussi pour les Africains. D'où vient le fait que dans un continent si pauvre, dans un pays qui n'est pas
particulièrement riche, le Burkina Faso, tout à coup, on s'est dit, nous aussi, on veut faire de l'astrophysique. Puis est-ce que, je vais vous poser une question très piétonne, est-ce que ce ne serait pas mieux de s'intéresser à la santé ou à l'éducation? Bien, c'est une question que je me fais poser continuellement et il me fait plaisir d'y répondre. D'ailleurs, la première des choses que je voudrais dire, c'est que c'est pas moi qui est arrivé en Afrique leur dire, vous devriez faire de l'astrophysique. En fait, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur au Burkina Faso, qui est un diplômé de l'Université de Montréal. Joseph Paré. Joseph Paré. C'est un nom très québécois, mais c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Sa femme étudie à l'Université Laval, lui à l'Université de Montréal, qui était en visite privée, voir des amis, parce qu'il y a des amis ici, que bon, je l'ai rencontré. Et astrophysique, il dit, écoute, est-ce que ça... C'est lui qui m'a demandé, est-ce que ça t'intéressait de venir faire un centre d'excellence en astrophysique à Ouagadougou. Et là, il m'a expliqué un peu la politique en Afrique de l'Ouest. Les universités sont entendues pour non pas développer tous les domaines dans toutes les universités, mais de créer des centres d'excellence dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'échanger les étudiants entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y aura pas de département d'astrophysique au Bénin, à Côte d'Ivoire, au Sénégal. L'idée, c'est qu'il y a un centre d'excellence en astrophysique. Ça pose la question de la langue. C'est français au Burkina, donc pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la langue de transmission du savoir est le français. Et le français. Donc, bon, il y a le Ghana, il y a certains pays, mais c'est surtout francophone. Et de toute façon, au Burkina Faso, il y a 63 langues, donc c'est le français qui est la langue de communication entre les différents. Mais pourquoi l'astrophysique? Il ne faut pas voir... Pour moi, personnellement, l'astrophysique, c'est juste un outil. C'est un peu, moi, j'ai vraiment accroché à cette demande-là parce que pour moi, le développement, c'est pas juste d'envoyer des sacs de riz lorsqu'il y a une famine ou de régler le problème de l'alphabétisation. C'est sûr, au Burkina Faso, 70% des adultes sont analphabètes. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose pour ça. Mais je pense qu'en termes de développement, il faut simultanément développer, que ce soit l'enseignement de base, par exemple, régler les problèmes d'agriculture, de nutrition, mais aussi développer l'enseignement supérieur. Puis je pense que, écoutez, je suis un physicien, je ne suis pas un politicologue, mais je regarde où était l'Asie et l'Afrique au milieu du 20e siècle, je les regarde aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais étudiant en Australie, moi, il y avait plein de gens de Chine qui venaient se former à Canberra, où j'étais, qui faisaient des sacrifices énormes. Mais aujourd'hui, la Chine est une puissance dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres. Alors que l'Afrique, je la regarde, est pas mal au même point. Puis quand on vit là, ben, on comprend un peu pourquoi. On a nos grosses multinationales qui vont là, qui remplissent leur coffre, entre autres l'or au Burkina Faso, qui laissent très peu en retour. Puis les programmes de développement, ben, c'est pour régler l'alphabétisation. Les thèmes de l'ACTI, c'est l'alphabétisation, la gouvernance, parce que naturellement, là-bas, il y a des problèmes de gouvernance. Ici, on n'en a pas. Bien sûr. Bien sûr, mais là-bas, il y en a. Le genre, mais pour moi, il y a d'autres problèmes. Pour moi, l'enseignement supérieur, c'est important de développer les cerveaux. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut développer. Je suis en contact, par exemple, avec un organisme qui s'appelle PopSud dans le sud de la France, qui regroupe toutes les entreprises de haute technologie. Vous allez me dire, Burkina Faso, 4e pays le plus pauvre au monde. Haute technologie, vous êtes en train de fantasmer. Non. Si on veut, par exemple, développer, faire de l'activité économique dans des pays comme ça, la haute technologie, c'est un domaine qui ne demande pas beaucoup d'infrastructures. Ça demande des cerveaux, ça demande un ordinateur, et vous pouvez développer de la haute technologie. Et donc, il y a plein d'avenues comme ça. Je pense qu'il faut regarder non pas seulement les problèmes de base, mais si on veut que ces pays-là s'en sortent, il faut aussi développer l'éducation avancée. Oui, des travailleurs hautement qualifiés. Alors, je regardais votre projet et il y a un genre de convergence de formation. Alors, d'une part, évidemment, vous allez enseigner au niveau du bac, au niveau de la maîtrise et des doctorants à des astrophysiciens du Burkina et d'Afrique de l'Ouest. Au moment où ces diplômés-là vont l'être, ils vont pouvoir travailler sur l'observatoire qui va être monté au Burkina. Mais comme l'observatoire est loin des réseaux électriques, les étudiants burkinabés formés par l'ACDI en technologie solaire, c'est eux qui vont mettre les capteurs solaires pour pouvoir alimenter en énergie l'observatoire. Et puis, il va en avoir un peu plus pour alimenter le village qui est à côté. Alors, c'est la première fois que je vois, enfin, je n'ai peut-être pas assez vu, qu'il y a une telle utilisation de la formation de part et d'autre pour construire un projet complet, y compris sur certains aspects écologiques. Oui, parce que l'observatoire, on ne veut pas seulement en faire, c'est sûr qu'on va en faire un outil de recherche, mais on veut aussi que ça génère d'autres choses. Donc, c'est pour ça que le projet d'électrification, c'est sûr qu'il n'y a pas de ligne électrique pour alimenter l'observatoire, donc c'est l'énergie solaire au Burkina qui est la source naturelle, mais tout de suite, on l'a pensé comme un projet, non pas seulement pour alimenter l'observatoire, mais aussi alimenter les villages environnants. Ça prend pas beaucoup de choses, par exemple, pour avoir un dispensaire qui a un frigo pour garder les médicaments. Dans tout l'arrière-pays du Burkina, le problème, comme il n'y a pas de source électrique, ne peut même pas conserver les médicaments. Alors, les pompes, naturellement, l'eau, c'est un problème, on est au Sahel.
une source très minime, un panneau solaire seulement, permet d'activer une pompe pour pouvoir amener l'eau au village, à la région. Donc, on a tout de suite pensé, en fait, à en faire un projet intégré là, pour toute la région. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on voit l'impact que ça va avoir sur la région, sur aussi la fierté nationale, je suppose, au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que ça va donner pour l'avancement de la science elle-même? Qu'est-ce que vous allez observer avec cet observatoire? Parce que vous ne choisissez pas ce pays-là parce qu'il l'a demandé, mais c'est parce qu'il est positionné sur la planète à un endroit intéressant. Et de quelle façon est-ce que, je vais revenir de façon un peu paroissiale, est-ce que les étudiants de l'Université de Montréal vont en profiter? OK. Alors, naturellement, avant de même soumettre le projet à l'Université de Provence pour pouvoir récupérer leur télescope, on avait déjà 2 projets scientifiques d'envergure à proposer qu'on voulait faire avec ce télescope-là. Par exemple, dans l'hémisphère sud, déjà au Chili, où était le télescope, on avait fait un relevé de ce qu'on appelle l'hydrogène ionisé dans notre galaxie, la Voie lactée. L'hydrogène ionisé. Ionisé. Qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Ça nous permet de mesurer la vitesse de rotation de notre galaxie, ça nous permet de mesurer la masse de notre galaxie, ça nous permet de voir comment les étoiles se forment, donc ça donne plein d'informations. On avait fait ça dans l'hémisphère sud, au Chili. Ça prenait un télescope dans l'hémisphère nord pour le faire. Donc, un des projets principaux, c'est de faire ça. Et ce projet-là a été fait par déjà des étudiants d'ici, l'Université de Montréal et à l'Université au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Un autre projet, c'est un télescope qui a une qualité optique exceptionnelle. Les gens me disent, oui, un télescope de 30 ans. Oui, mais c'est un télescope, un miroir, au bout de 30 ans, il est toujours aussi bon. L'optique, c'est toujours aussi bon. On va mettre de l'équipement ultramoderne sur ce télescope-là, qu'on développe ici à Montréal et à Marseille. On va aussi essayer de mesurer justement la matière sombre dans les régions extérieures des galaxies. Et ce télescope-là va nous permettre de détecter, encore une fois, de l'hydrogène, mais dans les régions très, très loin du centre de la galaxie. Et donc, permettre de déterminer la distribution de masse des galaxies. Il y a pas... Et avec... Ce qui fait un télescope aujourd'hui, c'est pas seulement le miroir, c'est beaucoup plus l'instrument qu'on met sur ce télescope-là. Et s'il était dans l'hémisphère nord, on ne pourrait pas avoir les mêmes données que... On est dans l'hémisphère nord, on est à plus 12. On est à plus 12 par rapport à l'équateur. Oui. OK, mais à cet endroit-là, par rapport aux autres endroits... on a comme 300 nuits clairs par année, déjà. C'est pas négligeable pour faire de l'astronomie. Bon, il y a des problèmes particuliers. C'est sûr qu'on a là-bas qu'on n'a pas au Québec, la chaleur. À Mégantic, on a moins 30, moins 35 au mois de janvier, qui en fait un télescope infrarouge, un des plus sensibles au monde pendant janvier et février, même s'il y a seulement 1,6 mètre. Au Burkina, on a le problème de la chaleur, mais bon... Qui fait de la distorsion, donc dans l'air, donc dans ce Oui, puis aussi les caméras qu'on utilise doivent être refroidies, donc on doit refroidir nos caméras d'une façon... On doit ajouter un étage de refroidissement de plus, mais ça, on sait comment régler ce problème-là. Ce qui est surtout intéressant, c'est les 300 nuits claires. Et aussi, il va y avoir un grand nombre d'étudiants qui vont être là pour faire... les étudiants de l'Université de Montréal? De l'Université de Montréal, de Marseille, et c'est un projet tripartite. L'Université de Montréal, l'Université de Provence et l'Université de Ouagadougou. Et le temps, en fait, va être, dans ce qui est proposé dans l'entente de l'Université de Provence, le temps est divisé à peu près en 4 parties. L'Université de Montréal, un tiers, l'Université de Provence, un tiers, l'Université de Ouagadougou, un tiers, et on veut ouvrir un tiers. Un quart, et on veut ouvrir un quart à la communauté internationale. Eh bien, donc, des étudiants de Montréal, de l'université, pourront aller au Burkina Faso pendant 3 mois dans l'année, faire les observations? Oui. On construit une résidence pour les astronomes, justement, au sommet. Et ce qui est intéressant, c'est que le programme que j'ai fait accepter là-bas à l'Université de Ouagadougou est essentiellement le même programme que l'Université de Montréal. Donc, dans l'optique de l'Université de Montréal de promouvoir la mobilité étudiante, par exemple, ça va être très facile à nos étudiants d'aller suivre des cours là-bas, comme les étudiants de là-bas, de venir suivre des cours ici. Et ça, je pense que pour nos étudiants, ça va être bon qu'ils passent 3-6 mois là-bas, de pouvoir faire la même chose qu'ils font ici, mais dans un autre environnement totalement différent. Et pour les étudiants de là-bas, c'est évident que venir ici aussi, ça va être très intéressant. Alors, votre implication pour l'Afrique ne se limite pas à ce projet et à regarder les étoiles et les galaxies, mais aussi, vous participez, vous êtes un des dirigeants du groupe Mobilisation Enfants du Monde. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Bon, Mobilisation Enfants du Monde, c'est une ONG québécoise qui vise à essayer de corriger des problèmes de santé chez les enfants en Afrique, dans des domaines où il n'y a pas vraiment de compétences locales pour régler ces problèmes-là. Vous donnez 2 exemples de missions que Mobilisation Enfants du Monde a fait. Une des missions, ça a été au Maroc, où, par exemple, il y a une maladie congénitale qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au monde avec une malformation cardiaque. Mais il n'y a pas beaucoup de chirurgiens cardiaques au Maroc. Ici, au Québec, on forme de très bons chirurgiens cardiaques. Alors, il y a une équipe, 3 chirurgiens, plus l'équipe médicale, infirmière, anesthésiste, etc., qui s'est rendue là, qui ont opéré une centaine d'enfants en l'espace de 2 semaines, qui ont fait passer l'espérance de vie de ces enfants-là. Leur espérance de vie était jusqu'à 7 et 8 ans.
a une espérance de vie normale. En 2 semaines. En 2 semaines. Mais on a les compétences ici. Puis les gens d'ici étaient très heureux d'aller au Maroc. Et aussi, c'est que c'est pas seulement d'aller faire des opérations, on pourrait dire un peu Rambo, de faire des opérations, mais l'idée, c'est qu'on essaie toujours d'avoir une composante de formation, quand il y a ces missions-là, de former des gens sur place. L'autre mission, je peux donner un exemple, c'est pour le problème de la maladie du Noma, qui est un peu une maladie, pour qu'on comprenne bien, c'est comme une bactérie mangeuse de chair, mais qui dévore la bouche, les yeux, qui est dû à un manque d'hygiène buccale. Et je vous me dis, c'est non seulement une maladie, mais en plus, c'est vu comme un châtiment divin par les familles. Exactement. Et ça crée un ostracisme à la fois de l'enfant qui est atteint et de sa mère. Aussitôt que l'enfant est atteint, on les chasse du village parce que c'est interprété comme une mauvaise sort des dieux, puis ces enfants-là vont porter malchance au village, donc ils vivent comme des animaux en retrait du village, tout ça. Alors qu'ici, encore une fois, on a des très bons chirurgiens plastiques au Québec. Et encore une fois, en 2 semaines, ils ont réussi à redonner un visage normal à 64 enfants, donc ils vont pouvoir avoir une vie normale. Et là, ils sont réintégrés parce que c'est vu comme un pardon divin qui leur a été donné. Probablement, là, je ne suis pas dans... J'ai lu ça sur votre site. Oui. C'est sûr qu'à partir du moment où ils ont pu ces tares-là, ils retournent au village. Puis c'est la même chose. L'émission en préparation actuellement, c'est pour les femmes qui ont des sévices physiques d'excision ou ces femmes-là aussi sont chassées des villages parce qu'ils développent des fistules. Les fistules veut dire ils ont un problème de rétention urinaire, donc ils se sentent toujours mauvais, donc on les ostracie du village. Encore une fois, il y a des gens ici, des chirurgiens plastiques, qui peuvent réparer ces dommages-là encore plus facilement que le Noma, parce que le Noma, c'était quand même des grosses opérations, qui peuvent redonner une vie normale, puis une dignité normale à des femmes. Et ça, le problème de femmes qui ont des problèmes aux organes génitaux à cause d'excision, mais en Afrique, on sait que c'est un problème. À cause d'excision ou de mariage forcé trop précoce. Et le mariage forcé trop précoce. Vous avez bien lu le site d'improvisation après du monde. Alors, dans le temps qui nous reste, je voudrais rapidement, vous avez mentionné le Mont Mégantic. Vous avez été directeur du Mont pendant un certain temps. Vous êtes encore de l'équipe. Alors, est-ce que le Mont Mégantic est en péril du fait des coupures de budget fédéral? La situation est très claire. La subvention qui nous a été coupée, c'est la subvention qui payait les salaires des gens, des 2 techniciens et des gens qui s'occupent de l'observatoire. Si cette subvention-là ne revient pas, c'est une fermeture de l'observatoire, parce que ici, on ne parle pas de budget de millions. L'observatoire est sur un budget inférieur à 1 million par année, et ici, on parle de 365 000 $. Et c'est d'autant plus enrageant que 2007-2008 ont été à peu près l'année la plus productive de l'Observatoire du Mont Mégantic. En termes de recherche? En termes de recherche, par exemple, les scientifiques de l'année 2008, c'est René Doyon, qui est directeur de l'Observatoire maintenant, avec 2 de ses étudiants, pour avoir été les premiers au monde à imager des planètes autour d'une autre étoile. Oui, à trouver une exoplanète, oui. À les photographier. On savait qu'elles existaient par leur effet sur l'étoile depuis une dizaine d'années. Une observation directe. Mais quand on pense qu'il y a des dizaines d'équipes à travers le monde qui essayaient de faire la même chose avec des moyens beaucoup supérieurs aux nôtres, et que ce soit une équipe québécoise qui réussisse ça, avec une caméra qui a été mise au point au Mont Mégantic, c'est quoi la récompense? En 2009, qui est l'année internationale de l'astronomie, on se fait couper la subvention. C'est aberrant. En tout cas, en un sens, ça tombe bien, parce que ça tombe dans la circonscription du ministre responsable du Québec, qui lui-même l'a appris en lisant le journal. Ouais. Alors, on peut penser que vous avez un bon avocat à la table du Conseil des ministres. On attend toujours. Mais on attend des résultats. Alors, j'espère qu'il nous écoute. Ouais. Vous savez, professeur Carignan, à cette émission, on demande à nos invités de nous suggérer une plage musicale qui a un rapport avec notre sujet. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? J'ai choisi une chanson de Kadjanen. Moi, c'est quelqu'un que j'écoute souvent, qui chante dans plusieurs langues, qui est d'Afrique du Sud, mais qui chante dans plusieurs langues et dans des langues de différents pays d'Afrique. Et pour moi, pour les gens qui vont entendre la chanson, pour moi, cette chanson-là est vraiment... on va mentionner à peu près tous les noms des pays africains. Et le rythme de cette chanson-là, c'est un peu le bien-être que j'ai. Moi, quand je viens en Afrique, ce rythme-là me le rapporte quand j'entends cette chanson-là. J'espère que ça va apporter la même chose aux gens qui vont l'écouter. Kadjanen, c'est un homme, une femme, un jeune, un vieux? C'est une femme qui doit avoir quarantaine maintenant. Et alors, ça s'appelle Africa Obota. Obota. Je rappelle qu'on parle avec Claude Carignan, l'internationaliste de l'année, désigné ainsi par le Cérium. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation dans vos projets. Et nous écoutons grâce à vous Africa Obota, interprété par Kadjanen.
Une question, une réponse, c'est le segment de l'émission où nous tentons de cerner une grande question de politique internationale sans lien avec l'actualité immédiate, mais toujours intéressante. Cette semaine, pourquoi l'Amérique latine est pauvre? Pour en parler, Philippe Fauché, merci d'être là. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, Philippe, vous êtes directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Votre dernier ouvrage paru est La politique en question, un ouvrage collectif où vos collègues et vous-même du département de sciences politiques répondez à certaines de ces grandes questions. Et on est ici pour parler justement de ce chapitre. Alors, j'ai une question pour vous. Philippe, pourquoi l'Amérique latine est pauvre? C'est une très bonne question. J'ai essayé d'y répondre. Pour résumer, par absence de démocratie. L'absence de démocratie. C'est-à-dire que l'Amérique latine, pour l'essentiel, malgré la rhétorique, malgré le folklore et la révolution, n'a pas fait sa révolution. C'est-à-dire que l'ancien régime n'est pas mort. Ce qu'on appelle la noblesse, ou bref, les propriétaires terriens, ceux qui ont les haciendas qui font rêver les bobos d'aujourd'hui parce qu'on les a transformés en bed and breakfast parce que c'est pas rentable autrement, fin de la parenthèse, ces gens-là occupent toujours le terrain et sont progressivement mis à la porte de l'histoire, mais ça prend du temps et ça se fait lentement. Alors, c'est une distinction que vous faites qui est très intéressante. Ils ont fait, donc les pays latino-américains ont fait l'indépendance, oui, mais n'ont pas fait la révolution. Et par ça, vous entendez que la concentration du pouvoir qui prévalait au temps de la colonisation a donc perduré malgré ces indépendances. Il restait à peu près inchangé. C'est-à-dire qu'en fait, les Espagnols et les Portugais ont été de très mauvais colonisateurs. Ils ne se sont pas occupés. Et donc, ils ont envoyé généralement la petite noblesse qui est devenue la grande noblesse de la colonie. Ces gens-là ont reproduit à l'échelle de la colonie le système qui prévalait en métropole. Et la métropole se payait abondamment, d'ailleurs, des revenus qu'ils demandaient, qu'ils exigeaient de la colonie. Et donc... c'est ce que l'Angleterre faisait avec les États-Unis ou d'autres colonies. Sauf que les Américains ont mis les Anglais à la porte. Il y a une image célèbre du Boston Tea Party qui consistait à dire nous arrêtons de payer les taxes et nous menons nos affaires nous-mêmes. Les Latino-Américains n'ont jamais fait ça ou n'ont pas fait de cette manière-là. La grande différence, c'est que les États-Unis, et c'est pour ça que la question que j'ai posée me semble pertinente, c'est-à-dire qu'en fait, les colonisations se sont faites à peu près à la même époque. Les Américains, les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant de la planète, et les Latino-Américains parmi les plus pauvres. Cet écart-là tient en partie au phénomène de colonisation, c'est la colonisation de peuplement dans un cas, et colonisation qui consiste simplement à exploiter le territoire dans l'autre cas. Tellement qu'en Argentine, qui à une époque était très prospère, au début du 20e siècle, l'Argentine mettait beaucoup de barrières à la possibilité de permettre aux gens, aux travailleurs immigrés, de devenir argentins. Les conditions qui étaient imposées à ces travailleurs immigrés pour qu'ils deviennent argentins étaient insupportables. On leur demandait de nombreuses années de service militaire. Bref, il était beaucoup plus facile de faire l'aller-retour, gagner sa vie aux récoltes en Argentine et retourner dans le sud de l'Italie, travailler au village pendant l'autre saison. Bref, la notion de peuplement n'était pas vraiment très, très développée et ceux qui sont rentrés en Amérique latine, souvent, ce sont des gens qui ont dû forcer la porte, s'imposer, ou bien il y avait des situations internationales difficiles et très particulières. Vous avez eu des vagues d'immigration à une époque où il y avait les Asiatiques, des Japonais, des Chinois. Oui, au Pérou, par exemple. Qu'on a recrutés pour construire les chemins de fer. Traditionnellement, ça s'est fait dans toute l'Amérique, au Canada, aux États-Unis également, au Costa Rica. Les Noirs la traite des Noirs passait évidemment par l'Amérique latine. L'Amérique latine y a participé. Les Brésiliens énormément. La population noire brésilienne vient essentiellement de la traite des Noirs qui travaillaient dans les plantations de sucre, de café, de cacao. Donc, l'ancien régime, c'est-à-dire la propriété d'immenses terres, le contrôle politique exclusif sur des territoires immenses où finalement c'est le propriétaire terrien qui fait la loi.
c'est lui le juge, c'est lui l'armée, c'est lui tout. Vous dites aussi que des tentatives de sortir de cette façon de faire-là ont aussi généré ou prolongé cet appauvrissement relatif. Bon, par exemple, l'entrée des États dans des secteurs publics, donc contrôlés par cette concentration de pouvoir, mais donc le secteur public, que ce soit dans l'acier ou dans le transport ou dans le pétrole ou autrement, qui a augmenté considérablement, mais qui a fait en sorte qu'entre les propriétaires terriens d'une part et ces secteurs publics très hiérarchisés et concentrés, il n'y avait plus de place pour l'entrepreneurship. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où le passage vers l'industrie s'est fait un petit peu tardivement dans l'après-guerre, un petit peu avant-guerre, mais essentiellement dans l'après-guerre, qu'est-ce qui est arrivé? On a pris une partie du surplus, les États ont taxé une partie du surplus, une partie des revenus d'exportation pour le réinjecter dans un processus d'industrialisation. Le problème, c'est que c'était à haut risque, et puis faire une sidérurgie, faire des raffineries, etc., alors qu'il n'y a pas d'entreprise en aval, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est l'État qui a, sur le modèle qui était très influencé par le modèle dirigiste, voire soviétique, c'est-à-dire la planification, ou même la planification inspirée par l'Europe et la France, consistait à occuper ce qu'on appelle les hauteurs de l'État pour ensuite fournir à des prix plus abordables les matières premières aux entreprises qui étaient créées par, en fait, les mêmes entrepreneurs du secteur agricoles qui recyclaient leurs bénéfices dans l'industrie qui, elle, se développait derrière des barrières tarifaires qui étaient considérables, qui interdisaient à toute fin pratique les importations de produits. Même il y avait des lois dites de similaires nationales qui interdisaient carrément d'importer un produit si on faisait un produit équivalent localement. Alors les batailles impossibles de nature bureaucratique pour faire considérer son produit comme un similaire national de part et d'autre de la barrière, l'entreprise étrangère qui souhaite rentrer et l'entreprise nationale qui souhaite prévenir, ça donne des épisodes assez hilarants. Mais il y a une école économique et politique qui dit, la plupart des grands pays industrialisés ont eu cette période donc d'incubation, de développement de leur industrie derrière des barrières tarifaires, et lorsque l'industrie était assez forte, là, on a levé les barrières tarifaires, ouvert à la concurrence internationale, et le décollage s'est fait. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné pour les États-Unis, pour certains pays d'Europe, pour certains tigres asiatiques, mais pas pour l'Amérique latine? Parce que l'Amérique latine s'est contentée, justement, ce développement industriel a donné lieu à une classe d'entrepreneurs très riches, en collusion avec le secteur public, et donc les verrous politiques étaient tous fermés, et une classe moyenne qui était essentiellement les travailleurs qui étaient syndiqués et soutenus. Et donc vous aviez une situation assez curieuse, paradoxale, où vous avez une élite, très rapidement on a créé ce qu'on appelle une élite ouvrière, c'est-à-dire des gens qui avaient des très bons salaires, comparativement, qui avaient une protection très forte de leur emploi, qui avaient des services, qui avaient accès à l'assurance chômage, l'assurance santé. Bref, on a fait un microcosme avec tous le filet social que l'on trouve aujourd'hui dans les pays beaucoup plus riches et beaucoup développés. Mais là, seulement pour ce segment de la population. Ce petit segment-là. Qui était la base politique du populisme. Qui était la base politique, dont ces gens-là étaient mobilisables à volonté. Ces gens-là, on les appelait pour qu'ils sortent dans la rue pour conserver leurs privilèges en cas d'attaque ou de résistance des autres groupes qui étaient exclus. Et le système était un peu verrouillé comme ça, et ça a marché très bien et assez longtemps, jusqu'à ce que ça devienne insoutenable. Alors, vous notez que quand même depuis 1990, on a connu une solidification de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a passé le cap des golpes militaires et des généraux qui se sont succédés, mais que c'est seulement depuis 2000 qu'on a senti, dans ces 8 dernières années, une légère augmentation des revenus, la croissance à peu près à 4 %. Bon, c'est moins que l'Asie à 7-8 %, mais c'est quand même pas mauvais. Une certaine augmentation des indicateurs de santé et d'éducation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'enfin, on sente un frémissement de décollage? Les régimes militaires, genre les Pinochet, les militaires argentins, ceux qui ont fait la guerre aux Malvines, les militaires brésiliens, c'était en fait le dernier rempart contre finalement probablement la modernité politique, c'est-à-dire l'ouverture politique des élections
relativement libre, une possibilité d'alternance, bref, ce qu'on appelle la démocratie. Ça a des effets. C'est-à-dire, pour se faire élire, il faut, quelque part, que l'on redistribue partiellement la richesse. Et c'est ce qui se passe. Et on peut dire, dans une des variables, c'est la retenue relative des États-Unis, parce que les Américains ont sans doute été impliqués dans la tentative de renversement de Chavez, mais par exemple, pour le Brésil, lors de l'arrivée de Lula, certains pensaient en Amérique latine, et même ici, et j'étais toujours là, que peut-être que George Bush n'allait pas tolérer qu'il y ait un parti de centre-gauche au pouvoir dans ce pays-continent qui est le Brésil et qu'il y aurait une tentative de déstabilisation. Or, il n'en fut rien. Vous m'auriez demandé, je vous aurais rassuré tout de suite. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, il y a une retenue américaine sur les choix politiques. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les Latino-Américains, les élites latino-américaines ont instrumentalisé la menace communiste. C'est-à-dire que les militaires, ils n'étaient pas là pour empêcher la démocratie, ils n'étaient pas là pour maintenir le statu quo et les inégalités sociales, ils étaient là pour faire échec à la menace socialiste. Et donc, ils se servaient de ce discours-là et invoquaient l'importance des relations avec les États-Unis et donc jouaient un petit peu sur la sensibilité que pouvaient avoir les Américains à l'époque de la guerre froide pour justifier leurs actions. De ce côté-là, il y avait une espèce de connivence et c'est pas seulement les Américains qui tiraient les ficelles, ils se faisaient eux-mêmes manipuler par les Latino-Américains de manière assez experte d'ailleurs. Vous dites, les progrès réalisés demeurent lents, mais on constate que le recrutement des fonctionnaires se fait par concours, que le combat contre la corruption gagne du terrain, que l'autonomie des tribunaux est respectée, que la presse est libre et que les consultations électorales se font selon les règles de la démocratie. Tout à fait. Et même au Guatemala, pas au Guatemala, au Venezuela, où on pourrait avoir des doutes, il y a une chose pour laquelle le si controversé président Chavez semble jouer selon les règles, c'est dans les consultations électorales. Il manipule autant qu'il peut, mais au moment du vote, ça se passe normalement. Et là, par référendum, ces citoyens lui ont refusé la capacité d'allonger son mandat et il s'est plié à la décision populaire. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Philippe Fauché, on vous a demandé de choisir une plage musicale pour illustrer notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Je suis retourné dans mes souvenirs à l'époque des généraux et des militaires brésiliens où ce qui était alors un jeune poète, chanteur qui s'appelle Chico Buarque de Holanda, qui est extrêmement connu, a fait une chanson qui s'appelait « Malgré vous », « Apesar de você », qui vous disait essentiellement, et qui s'adressait au pouvoir en disant « Vous qui nous maintenez dans l'ombre et dans la tristesse, malgré tous vos efforts, nous allons un jour danser dans la rue et nous réjouir. » Philippe Fauché, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question et aux sous-questions. Je rappelle que vous êtes directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal et nous écoutons Apesar de você. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda. C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invité à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change, pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix, et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie.
Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cérium. Et merci à l'équipe technique Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Ognan Guerriev. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.